Bon début de semaine chez Architecte de Solutions AWS. Après pratiquement 6 semaines de cours, nous entamons une autre semaine avec l'épisode 31 dont le titre est tout simplement Introduction à Git. Pendant ces 6 semaines, j'ai dû cravacher, batailler pour pouvoir tenir la fréquence de publication journalière de lundi à vendredi et rendu à cet épisode 31, je suis assez heureux du résultat rendu. Surtout que ce week-end, j'envisageais prendre une semaine sabbatique. Je me disais qu'après l'épisode 30 et la présentation des bases du HTML et du CSS, bien évidemment, j'aurais pu arrêter et prendre une semaine sabbatique, une semaine de repos après pratiquement 6 semaines d'enregistrement. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de continuer pour ne pas briser la chaîne. Et bien évidemment, c'est le résultat de ce travail que je vais vous présenter aujourd'hui avec l'introduction à Git. Alors, bien évidemment, je l'ai dit la semaine passée, nous avons balayé les bases du CSS. On a abordé les règles CSS, les déclarations CSS, les propriétés, les valeurs. Nous avons abordé les sélecteurs, comment sélectionner les éléments auxquels on devait appliquer nos règles CSS. On a abordé la cascade, qui est une méthode de résolution des conflits. Lorsque on a deux règles contradictoires qui ciblent un élément HTML, comment le CSS arrive à gérer ce conflit. On a abordé le box model où on a présenté la façon dont le CSS voyait vos éléments HTML. Et on a pu démontrer que tout élément HTML présent dans une page web était un box pour le CSS. Et on a défini les deux types de catégories de box, que ce soit le box en bloc ou le box inline. Et on a terminé par une méthode de disposition des box qu'on appelle Flexbox. Donc aujourd'hui, nous entamons une nouvelle semaine. Bien évidemment, on a balayé les 2 dernières semaines de HTML et CSS. Et en principe, cette semaine, on devrait aborder les bases de JavaScript de la même façon que nous avons abordé les bases du HTML et les bases du CSS. Les bases. Je dis bien bases parce que lors de la progression de ce cours, nous allons aborder les éléments qui sont un peu avancés en ce qui concerne le HTML, avec notamment le HTML sémantique, les tables, tableaux et les formes. Bien évidemment, le même niveau avancé sera abordé pour le CSS avec par exemple la méthode de disposition des box grid et aussi ce qu'on appelle le responsive design, le design adapté à la taille des écrans. Il y a les bases de JavaScript bien évidemment qu'on devait aborder cette semaine, mais il a fallu avant qu'on aborde ces bases faire un petit stop pour présenter un outil de développement nommé Git. Git, en réalité, c'est un outil de gestion de version. Et lorsqu'on parle de gestion de version, bien évidemment, vous allez vous poser la question, c'est quoi une gestion de version et pourquoi cet outil est indispensable pour les développeurs? On va donc aborder cela aujourd'hui, mais en introduction. Il y a une autre partie qu'on va aborder demain. Et bien évidemment, si le format ne permet pas de couvrir tout Git, on va faire une autre vidéo pour mercredi. Mais pour aujourd'hui, nous allons aborder juste l'introduction. Et je dois rappeler, comme je le rappelle dans les précédentes vidéos, que ma source principale, c'est The Odin Project, qui est un bootcamp gratuit en ligne. Vous pouvez aller souscrire, vous inscrire et suivre bien évidemment ce bootcamp que j'estime léger pour les fondamentaux du web en tant qu'architecte Claude. Alors, nous allons commencer par une petite présentation. J'ai dit Git, c'est un outil de gestion de version. Et certains vont se poser la question, c'est quoi la gestion de version pour qu'un outil y soit totalement consacré? La gestion de version, ce qui est appelé en anglais version control, est un outil essentiel pour tout développeur. Et vous ne pouvez pas exercer professionnellement sans en connaître les rouages. Je dois insister là-dessus. De la même façon que votre éditeur de code VS Code est très indispensable, de la même façon que votre navigateur, notamment avec l'outil de développement du navigateur est indispensable, Git ou la gestion des versions, c'est un outil indispensable
pour tout web développeur, pas seulement les web développeurs, même en tant qu'architecte groupe, vous avez besoin de cet outil et vous ne pouvez pas exercer professionnellement sans en connaître les rouages. C'est très important. Bien évidemment, avant de faire ce cours, j'ai parcouru le web à la recherche de tutoriels pour mieux vous présenter la chose. Mais je dois dire d'entrée de jeu que la majorité des tutoriels vous présentent des commandes que vous devez exécuter dans l'invite de commande. Je vais revenir dans ce que j'entends par invite de commande, puisque je fais ce cours pour ceux qui n'ont pas un très gros background en informatique. Les cours vous présentent juste des petits mots-clés indéchiffrables qui vous permettent d'exécuter ou de donner des instructions à la machine. Mais ces cours sont souvent destinés à des développeurs ou à des personnes qui ont de solides bases en informatique, ce qui n'est pas le cas de mon audience. Alors, je dis bien cette approche me pose problème dans la mesure où, à moins que vous utilisiez ces commandes quotidiennement, il est fort à parier que vous allez vite oublier les commandes si vous ne pratiquez pas. J'estime, de mon point de vue, que bien que ces commandes soient importantes, il est important, de mon point de vue, voilà, de mon point de vue et à travers l'expérience que j'ai pour ma préparation à la certification, il est important de comprendre toujours le principe. Lorsque vous comprenez le principe, même si les outils changent, vous pouvez vous adapter. Mais lorsque vous ne comprenez pas le principe, vous êtes accroché à un outil. C'est pour cela que vous verrez sur Internet beaucoup de développeurs qui ont une adoration quasi religieuse pour certains outils. Ce n'est pas du tout la bonne approche de mon point de vue. Donc, je vais donc, pour mieux illustrer mon approche, vous présenter Git. C'est quoi Git? J'ai dit c'est un outil de gestion de version, mais pour illustrer cela, je vais prendre un cas commun. Vous avez l'habitude, je sais, que même si vous n'avez pas de background en informatique, au moins vous connaissez Word, l'éditeur de texte. Alors, lorsque vous saisissez un document dans votre machine, par exemple, vous pouvez faire votre rapport. Disons que votre rapport a 3 chapitres. Vous commencez par le premier chapitre, la première semaine. Et puis, la deuxième semaine, vous entamez le deuxième chapitre et ainsi de suite. À la fin, vous avez votre rapport avec 3 chapitres. Mais de temps en temps, vous pouvez revenir sur le chapitre 2, sur le chapitre 1 ou même au chapitre 3 pour corriger une coquille, ajouter de nouveaux paragraphes, modifier un titre, ajouter un graphique, une mise en garde ou une recommandation. Le rapport que vous remettez, disons à votre superviseur, vos encadreurs ou votre supérieur, est une version finale qui est passée par plusieurs versions. Il y avait la version 0, la version 1, la version 2. Mais vous avez fini par arriver à une version finale. Et c'est ce que j'illustre avec ce schéma. Donc, ce rapport est passé par plusieurs versions successives pour arriver à ce que vous avez appelé la version finale, que vous avez bien évidemment remis à votre supérieur. Donc, la question qu'on se pose, lorsque vous remettez le rapport à votre supérieur, vous enregistrez votre fichier Word. Votre fichier Word a enregistré la version finale. Et si vous aviez un outil qui vous permet d'enregistrer chaque version de ce document, donc à chaque version, vous avez un enregistrement. Si vous avez un outil qui vous permet de ressortir les modifications pour chaque version, c'est-à-dire ressortir ce que vous avez ajouté entre la version 1 et la version 2, et si possible, de retourner à une précédente version ou d'annuler des modifications. Imaginez si vous aviez un outil pareil, un outil qui vous permet d'enregistrer chaque version du document, de ressortir les modifications pour chaque version et de retourner ou d'annuler des modifications. Alors, c'est cela le rôle de Git. C'est cela le rôle de Git. Git vous permet de faire ce type d'opération et bien d'autres opérations que nous verrons principalement dans la vidéo prochaine. Vous pouvez entrevoir déjà la puissance d'un outil comme Git pour les développeurs. La gestion des versions vous permet d'enregistrer une version de votre projet à tout moment que vous voulez et vous montre en quoi elle diffère de la précédente version. C'est-à-dire, lorsque je fais mes fichiers HTML, je fais mes fichiers CSS, je suis capable, même si
j'ai fait un développement d'un site web pendant pratiquement un mois. Et puis, je constate que les couleurs que j'ai utilisées ou les modifications que j'ai apportées à mes fichiers HTML ou CSS n'étaient pas adaptées. Mais je veux plutôt, au lieu de recommencer le projet à zéro, revenir à une version que je trouve meilleure avant de reprendre un autre chemin. Je peux retourner à cette version et reprendre grâce à Git. C'est cela que j'illustre avec le chapitre, avec le schéma que vous voyez, où vous avez les différentes versions pendant des périodes bien précises. Et la gestion des versions intègre ici, qui vous donne les différentes modifications que vous avez faites, que ce soit les ajouts des titres de paragraphes, les titres. Il vous définit pour chaque version les différentes modifications que vous avez, bien évidemment. C'est ça l'intérêt d'avoir un outil comme Git. Donc, c'est pour cela que je précise, remplacer le document Word par le répertoire où sont stockés vos fichiers HTML, CSS et JavaScript. Git vous permet ainsi excusez, d'enregistrer chaque version de votre répertoire. Je prends un petit verre d'eau, de ressortir les modifications pour chaque version, de retourner à une version précédente ou d'annuler les modifications. Donc, Git est comme un bouton de sauvegarde pour vos fichiers et répertoires. Sauf qu'il y a une petite précision qu'il faut apporter. Une sauvegarde dans un éditeur de texte comme Word enregistre tous les mots d'un document dans un seul fichier. Vous ne recevez qu'un seul enregistrement du fichier tel que, par exemple, essai.doc, à moins que vous fassiez des copies en double, ce qui est très difficile, comme essai draft 1.doc, essai draft 2.doc ou essai final.doc. Cependant, une sauvegarde dans Git enregistre des différences dans les fichiers et les dossiers. Donc, une sauvegarde dans Git enregistre des différences dans les fichiers et les dossiers. Et chose importante, conserve un enregistrement historique de chaque sauvegarde. Chaque sauvegarde est enregistrée. Donc, considérez Git comme un bouton de sauvegarde pour tous vos fichiers, tous vos dossiers de développement. Et cette fonctionnalité change la donne. En tant qu'un développeur individuel, Git vous permet d'examiner la progression de votre projet et de consulter ou de restaurer facilement les états ou versions précédentes de vos fichiers. Voilà. Donc, de façon conceptuelle, vous avez déjà une bonne vue de Git. Ou de façon très simplifiée, vous pouvez retenir que Git est juste un bouton de sauvegarde pour vos fichiers et répertoires. Maintenant, nous dépassons l'approche conceptuelle, nous passons dans la phase pratique. Alors, si vous avez besoin de Git pour votre dossier de développement, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour utiliser Git, il faut tout simplement l'installer sur votre machine pour qu'il puisse sauvegarder vos fichiers et vos répertoires. Alors, c'est un logiciel comme tous les autres logiciels. Vous allez sur Internet, il y a un site Internet. Vous cliquez sur le site Internet, même si vous faites une recherche à Google, télécharger Git, vous allez vous retrouver bien évidemment sur le site Internet. Et l'installation est en fonction de votre système d'exploitation. Donc, que vous ayez Windows, Linux ou Mac, il y a une version bien précise pour vous permettre d'installer. Mais pour le cas précis, par exemple, pour ma machine qui a Windows, et une version très ancienne, Windows 7, qui n'est plus mise à jour pour beaucoup d'applications. Vous pouvez toujours télécharger Git. Lorsque vous téléchargez Git, par exemple, si votre version c'est Windows, vous cliquez, vous allez aller vers la page des téléchargements en fonction que votre système soit 32 bits ou 64 bits. Il y a une version bien appropriée. Ils ont aussi une version portable. Et vous pouvez télécharger Git. Et comme tout fichier installable, vous double-cliquez là-dessus et l'installation va se faire de façon automatique. Moi, j'ai déjà installé cela dans mon système bien avant même l'enregistrement de ce cours. Et lorsque vous installez, il n'y a aucune difficulté pour installer en ce qui concerne Windows. Et même en ce qui concerne les autres systèmes d'exploitation, si vous cliquez sur Linux, il y a un accompagnement pour cela qui vous montre comment est-ce que vous devez installer en fonction de la distribution que vous avez. Pour ce qui concerne Linux, c'est pareil pour ceux qui disposent des Mac. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus.
Maintenant, une fois l'installation faite, lorsque vous faites l'installation, il faut interagir avec le logiciel. Et pour le cas de Git, la meilleure façon d'interagir avec le logiciel est d'utiliser l'invite de commande. Il est vrai que lorsque vous allez sur le site de Git, il vous propose ce qu'on appelle les GUI, qui sont les interfaces utilisateurs graphiques. Mais je ne vais pas mettre cela dans mon cours parce que c'est la dernière méthode qui est bien évidemment utilisée et il n'est pas du tout adéquat de mon point de vue pour votre progression. En majorité, l'utilisation de Git se fait par ce qu'on appelle l'invite de commande et nous allons voir maintenant ce que c'est que l'invite de commande. Alors, c'est quoi l'invite de commande? L'invite de commande est souvent assimilé à terminal. Je ne sais pas quelle est la différence entre les deux ou s'il y a une différence. Il y a des experts mieux outillés que moi qui pourront faire cette différence. Mais pour mon cours, je vais me limiter à la confusion entre les deux thèmes. Invite de commande ou terminal, pour moi, c'est pareil pour le cas précis de ce cours. Il faut savoir qu'au cours de votre processus de développement, vous allez certainement être confronté à la nécessité d'exécuter ce qu'on appelle des commandes dans un terminal ou invite de commande. Sachez tout simplement, au-delà des thèmes, des mots, que les choses ne sont pas si compliquées que ça. Le terminal est juste une interface, c'est-à-dire une présentation visuelle. Une interface, un peu comme l'interface de votre téléphone. L'écran de votre téléphone, c'est une interface, tout simplement. Le terminal est une interface textuelle qui vous permet de taper des commandes via des lignes de texte qui sont ensuite traitées par l'ordinateur. Donc, ne prenez pas la définition comme si cela était un point compliqué. Le terminal, c'est juste une interface, un peu comme votre écran est une interface où vous avez des icônes que vous pouvez, une fois que vous utilisez votre tactile, cliquer sur une icône pour exécuter une application. Donc, en utilisant votre tactile et en faisant le geste taper sur le tactile, vous donnez une instruction à votre téléphone pour ouvrir l'application en question. Dans le terminal, c'est pareil. C'est juste une interface où vous tapez un texte précis. Ce texte est pris en considération. C'est comme une instruction que vous donnez à votre ordinateur pour exécuter un certain nombre de tâches. C'est ce que je précise, qu'il ne faudrait pas que vous soyez intimidé par l'invite de commande ou le terminal. C'est juste une interface comme l'écran de votre téléphone qui se présente à vous et attend des commandes ou instructions que vous allez donner à la machine pour exécuter des tâches. Tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, Linux ou Mac OS, proposent cette interface, peut-être à des noms variés. Voilà. Mais cette interface est proposée par défaut. Vous allez trouver cela dans tous les systèmes d'exploitation. Et si vous utilisez votre machine depuis, il y a bien le terminal ou l'invite de commande dans votre machine. Et bien évidemment, vous n'aviez pas l'habitude d'utiliser cela, mais pour votre formation, vous en avez besoin. Alors pour le cas de Windows, c'est très simple. Vous allez dans le bouton démarrer. Quel que soit votre système, c'est vrai, il y a quelques différences entre les systèmes d'exploitation que vous ayez, Windows 7 ou Windows 8 ou 10 ou 11. Mais en règle générale, allez dans votre bouton démarrer et puis vous faites une recherche, vous tapez invite de commande. Vous devez avoir quelque chose qui va apparaître lorsque vous cliquez l'invite de commande. Voilà. C'est tout simplement cette petite fenêtre que vous voyez avec un fond sombre qui représente ce qu'on appelle l'invite de commande. Et vous voyez bien ici, c'est dit invite de commande. Donc, c'est tout. Et comme vous voyez, la fenêtre présentée, il attend juste vos instructions pour votre commande. Les instructions que vous allez donner pour qu'il exécute. Alors, la question que vous allez vous poser, c'est s'il attend les instructions ou les commandes, ben, qu'est-ce que je peux bien mettre là-dessus? Et alors, nous allons illustrer cela. Donc, nous allons présenter comment on utilise l'invite de commande à travers une commande, la commande ls. Mais, pour le cas précis de Windows, la commande ls est équivalente à la commande di. Pour Windows, la commande ls ne fonctionne pas. Mais si vous êtes sur Linux ou sur Mac OS, vous allez taper ls, elle va fonctionner. Pour ce qui est de l'invite de commande par défaut de Windows, la commande équivalente est di. Donc nous allons taper di là dans notre invite de commande et vous allez voir ce qui va apparaître. Di. Tape di. C'est un mot-clé. Voilà. Lorsque vous tapez di, vous voyez, il y a une liste qui apparaît.
Et si vous observez cette liste, c'est une liste de dossiers qui sont contenus dans le répertoire CPETGA. CPETGA. C'est une liste de dossiers contenus. Donc, c'est ça qui est précisé. Vous obtenez en tapant dit la liste des fichiers et des répertoires de votre répertoire de travail. Le répertoire de travail ici, c'est CPETGA. C'est CPETGA. CPETGA. Il liste dans le répertoire, il me liste tous les fichiers, les dossiers. Si j'étais dans un autre répertoire que j'ai créé, un répertoire, un dossier que j'ai créé, ce dossier avait des sous-dossiers avec plein de fichiers, il m'aurait listé tout cela. Donc, vous obtenez la liste des fichiers et répertoires de votre, mais l'information est vraiment basique. Vous n'avez que des noms des items sans savoir s'il s'agit d'un fichier, d'un répertoire ou d'autre chose. Il y a une façon d'avoir plus de détails, notamment en définissant les options lorsqu'on fait la commande. Mais pour le cas précis de ce cours, je suis encore dans l'introduction. Il y a des détails très complexes que j'évite d'introduire pour éviter la surcharge dans votre processus d'apprentissage, ce qui peut décourager plus d'un. Ce que vous devez retenir, c'est que ce n'est pas la seule commande qui est disponible, qui est acceptée par votre invite de commande. Donc, vous avez énormément de commandes que l'invite de commande vous offre. Et pour chaque cas, il y a des commandes bien précises. Si vous voulez naviguer dans le système des fichiers de votre ordinateur, en accomplissant des tâches basiques telles que créer, copier, renommer ou effacer, pour se déplacer dans l'arborescence des répertoires, on utilise d'habitude la commande CD. Je vais illustrer cela. Je vais faire CD. Voilà. Si je mets CD, je vais aller peut-être à, je ne sais pas quel répertoire, mes documents. Je vais mettre mes documents. J'espère que ça va passer ou non. Je vais mettre 10 pour afficher la liste. Je vais mettre CD. Si je mets par exemple, j'ai vu plusieurs répertoires. J'ai vu le répertoire administrateur, bêta décima, CPETGA. Là, je vais mettre CPETGA. Et dans le répertoire, je vais mettre 10 pour afficher la liste des répertoires. Et lorsque je mets 10, vous voyez la liste des répertoires. Par exemple, nous allons voir qu'il y a le répertoire que nous utilisons pour notre exemple, le répertoire que j'ai appelé voici prépa WebDev. C'est le répertoire que j'utilise pour ce cours. Pour les exemples que j'ai illustrés dans la présentation des bases du HTML et de CSS, je vais mettre prépa WebDev. Voilà. Quand je mets CD, prépa WebDev, je suis en train de dire à l'invite de commande, il faut entrer dans ce répertoire. Si je fais 10, vous allez voir que, vous voyez bien, c'est la liste des fichiers. Vous avez le fichier homepage, que vous vous rappelez bien évidemment. Vous avez le fichier présentation et vous avez notre fichier CSS. Et vous avez l'avatar avec les différentes tailles et les différentes périodes où elles ont été créées ou modifiées. Donc, il y a, pour créer d'autres répertoires, il y a une commande mkd, il y a pour créer des fichiers, il y a une commande pour copier les fichiers, il y a une commande pour déplacer les fichiers, il y a une commande. Si vous voulez télécharger un élément, il y a une commande. Et je dois dire que ce ne sont pas les seules commandes. On appelle ça ces commandes intégrées, c'est-à-dire des commandes qui sont reconnues par votre invite de commande ou votre terminal. Donc, lorsque vous mettez ces commandes, quand je mets par exemple 10, l'invite de commande, c'est qu'il doit lister les fichiers, les répertoires contenus dans le répertoire parent, qui est par exemple ici prépa WebDev. Donc, ce ne sont pas les seules commandes. Et tout au long du cours, nous allons revenir là-dessus. Ce ne sont pas les seules commandes. Il y a des centaines de commandes qui sont prises en charge par l'invite de commande, par le terminal. Mais en réalité, pour vos travaux, vous aurez besoin de très peu de commandes, maximum une dizaine, peut-être maxi 10. Il y a très peu de commandes. Par exemple, cette commande CD sera très utilisée. mkd, touch sera très utilisée, peut-être curl. Mais en règle générale, vous aurez besoin de très peu de commandes. Donc, ce n'est pas le cas ici de vous donner un anti-sèche ou de vous faire retenir totalement
toutes les commandes qui existent pour l'invite de commande. C'est ce que je pourrais dire pour l'invite de commande. C'est juste une interface où vous pouvez mettre un mot-clé qui donne une instruction à la machine d'exécuter une tâche. Alors, une fois que j'ai présenté l'invite de commande, la première chose que vous devez faire après l'installation de Git est de vérifier si votre installation a réussi. Et pour vérifier si votre installation a réussi, c'est très simple. Vous allez dans votre invite de commande. Il y a une commande qui est définie lorsque vous mettez Git 2.2- je vais dire version. Alors vous voyez bien la fiche, la version de Git. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est 2.40, c'est ça qu'il a affiché. Puisque j'ai installé la dernière version 2.40.0. C'est ça, et il a précisé que c'est Windows pour dire ok, c'est une version de Windows. Voilà. Lorsque vous voyez ce message qui apparaît, sachez que votre installation a réussi. Si vous ne voyez pas le message, sachez que bien évidemment vous n'avez pas réussi. Donc lorsque vous savez que Git est installé, vous pouvez maintenant utiliser Git pour enregistrer les versions de votre répertoire. Par exemple, voici mon répertoire ici avec mes différents fichiers. Ici, je suis, voilà l'état actuel de mon travail. Donc, je peux enregistrer cette version grâce à Git. Je peux enregistrer la version de ce travail, de ce répertoire-ci grâce à Git. Quitte à ce que plus tard, je fasse des modifications et j'enregistre, cela va faire 2 enregistrements que Git va garder en mémoire. Si je constate que dans le deuxième enregistrement, j'avais fait une erreur, c'est très simple. Je reviens au premier enregistrement et je reprends le travail tout simplement. Au lieu de refaire tout à zéro. C'est ça qui est très intéressant avec Git. Et Git est bien évidemment très utilisé. Parce que lorsque vous développez une application, un logiciel, vous n'avez jamais, même la version que vous proposez à vos utilisateurs ou à vos clients, ce n'est jamais la version finale. Cela n'est jamais, c'est toujours une version qui a des modifications en attente. C'est une version que vous perfectionnez chaque jour. Et lorsque vous perfectionnez les versions, vous n'avez qu'à voir votre téléphone. Lorsque vous ouvrez par exemple votre App Store, à chaque fois vous voyez il y a des mises à jour des différentes applications que vous avez dans votre téléphone. Vous allez vous sélectionner ou vous mettez à jour. Ces mises à jour, ce sont des travaux qui ont été effectués par des développeurs. Ils ont développé une version, ils vous ont permis de télécharger la version et après il y a plusieurs versions qu'ils mettent à jour et ce sont ces mises à jour que vous allez dans votre App Store, vous cliquez mise à jour, update et la nouvelle mise à jour est prise en compte. Donc le principe des mises à jour, le principe des versions, c'est quelque chose que vous exécutez déjà dans votre quotidien. Donc, il faut savoir que nous allons voir dans le prochain épisode comment est-ce que on peut enregistrer les versions de notre répertoire, de notre travail. Mais avant de se séparer, il y a une précision que je dois apporter. Comme le terminal est un outil fort utile pour les développeurs, VS Code, notre éditeur de code ou de texte, l'a intégré. Donc, si vous allez dans votre éditeur VS Code, si vous cliquez à terminal, oui, vous voyez bien qu'il y a un menu terminal même qui a été consacré à VS Code pour vous montrer l'importance du terminal. Il y a un menu terminal. Lorsque vous cliquez à terminal, vous cliquez New Terminal, ça veut dire nouveau terminal. Vous cliquez et vous voyez que il y a le même terminal que nous avons vu tout à l'heure ici qui s'affiche. Peut-être pas avec la même présentation visuelle, mais c'est pratiquement la même chose. Vous voyez bien, c'est PECAR, Prépare Web Dev. Observez bien. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres choses qui s'affichent avant, mais cela ne nous concerne pas. Mais vous voyez bien Prépare Web Dev. Ici, je fais 10. Vous voyez bien que tout est affiché. Vous voyez bien. Vous avez là les différents fichiers qui sont affichés, que ce soit avatar, homepage, présentation, style. De la même façon que ce qui était affiché ici, peut-être en colonne, mais ici en ligne. Donc, il y a la même approche qui est présentée. Si par exemple, je vais faire MKG pour créer un dossier, je vais créer peut-être un dossier Git. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous voyez bien qu'il y a un dossier Git qui apparaît. Vous voyez MKD que nous avons présenté parmi les commandes ici là. MKD. Si je veux supprimer
le même guide que j'ai créé. Je peux mettre RM qui veut dire remove guide. Ah, il dit que c'est un répertoire. Bon, il doit avoir une méthode pour supprimer les répertoires. Je croyais que peut-être c'était avec remove qu'on pouvait supprimer les répertoires, puisque j'ai bien précisé ici que ça permet de supprimer les répertoires, mais il dit qu'il ne peut pas supprimer cela parce que c'est un répertoire. Donc, il doit avoir une autre transaction qui nous permet de supprimer les répertoires. La transaction, là, je ne l'ai pas. Par contre, je vais essayer de créer un fichier avec la commande touch que je vais appeler recommandation. Vous allez voir, .html. Vous voyez bien qu'il a créé ici recommandation.html. Rien qu'avec la commande touch. Donc, je peux aussi supprimer. Je vais recommandation.html pour supprimer. Voilà, vous voyez qu'il a supprimé. Donc, on a la possibilité avec les différentes commandes de guide de exécuter la même chose à partir de notre éditeur de code VS Code. Donc, vous n'avez pas besoin tout le temps d'aller cliquer à démarrer, faire la recherche à envie de commande. Voilà l'intérêt d'avoir un truc comme un éditeur professionnel comme VS Code. Alors, pour conclure ce cours, il faut tout juste retenir que après l'éditeur de code et le navigateur que j'ai présenté comme les outils d'un développeur, vous allez mettre Git dans votre arsenal. Git est le troisième outil pour le développeur. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, c'est clair qu'il y a d'autres outils qui sont présentés, mais la gestion des versions vous permet, si vous avez constaté une erreur, de revenir sans problème à une précédente version de votre code. Et elle documente aussi l'évolution de votre projet, ce qui est très important. Si plus tard vous ameniez quelqu'un pour vous soutenir dans votre projet, il faudrait qu'il puisse voir l'historique de vos décisions, de vos approches, de vos choix. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo d'aujourd'hui? Tout ce que vous devez retenir, c'est que tout artisan dispose de sa boîte à outils. Et bien évidemment, le développeur n'échappe pas à ces règles. Il dispose aussi de sa boîte à outils. Nous avons présenté l'éditeur de code, donc VS Code, comme premier outil. Nous avons présenté le navigateur, notamment à travers sa fonction outil de développement, comme outil faisant partie de la boîte à outils du développeur web. Aujourd'hui, nous venons d'introduire Git, que vous allez garder avec vous. Donc, nous allons travailler dorénavant avec Git. Les soucis de connexion veulent commencer. Qu'est-ce qui se passe? C'est revenu. Alors, ce que je vais terminer par là que voilà, nous avons introduit Git et demain nous allons présenter les fonctionnalités de Git, notamment la possibilité que vous avez d'enregistrer les versions de votre répertoire, de vos dossiers, de vos fichiers de code, notamment HTML, CSS et JavaScript. Donc demain nous présentons les fonctionnalités de Git. Merci et bon début de semaine encore. On se retrouve à demain pour un nouveau cours.